Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actu du geek. On va parler de Xbox Series X et S par rapport aux propos de Remedy, vous savez ce qu'on fait Control, et le retour de certains de mes abonnés sur la Xbox Series S. On va parler de Switch Pro, de mes attentes, de mes espoirs, vous allez comprendre, on verra. On va parler également de Microsoft avec le potentiel rachat de Discord. On va parler de Nvidia et de AMD par rapport à des propos de Asus qui ont fait un retour, et donc grâce à ça je vais pouvoir relier Nvidia et AMD. Vous allez comprendre également pourquoi. On va parler de jeux, avec un jeu qu'on a un peu oublié mais qui devrait peut-être arriver en 2021, la bonne surprise, Starfield bien entendu. Je vais également faire un retour sur TCL car on a eu des news sur TCL, et oui, et peut-être pas forcément des bonnes news entre guillemets sur un mini LED qui va arriver en Chine. Et on va finir avec Demon's Souls, et oui, je veux parler également de Demon's Souls, du jeu, de ma progression et de ce que j'en pense. A tout de suite. Je vais revenir donc sur la Xbox Series X et S, en particulier sur les propos de Remedy dessus, c'est-à-dire que ceux qui ont fait Control sont revenus sur le développement sur la Xbox Series X et S. Ils ont dit deux choses importantes. Ils ont dit que finalement, Xbox avait un peu de retard sur PlayStation, c'est-à-dire que la PS5 était un peu en avance sur la Xbox Series X et S en termes de développement dans cette next-gen. C'est tout à fait vrai, mais on le sait, on le sait depuis très longtemps. Xbox a lancé finalement son kit de développement, rappelez-vous, en mars, en plein Covid, alors que la PlayStation, PS5, avait quelques mois d'avance. Et ces quelques mois sont très importants, et on l'a vu d'ailleurs dans les sorties. La sortie, c'est vrai, sur Xbox, il y en a eu très peu. Actuellement, il y en a peu, on peut le dire. Alors que sur PS5, il y en a eu quelques-unes. C'est pas non plus monstrueux, mais par exemple, Demon's Souls, c'est une belle preuve pour moi. Et puis il y avait aussi Miles Morales, Spider-Man, qui est quand même pas si mal que ça. Donc effectivement, il y a une petite avance. Une petite avance sur le kit de développement qui peut expliquer également les potentiels problèmes qu'ont certains développeurs sur la Xbox Series S. Alors j'ai lu des commentaires de certains abonnés qui ont dit oui, mais de toute façon c'est une machine qui n'est pas puissante, elle va tirer vers le bas la Xbox Series X. Et on ne peut pas comparer avec les cartes graphiques de PC parce que le monde du PC est bien plus vaste, ce qui est vrai en termes de joueurs. Et donc bien entendu les petits studios ils vont investir plus sur le PC qu'ils vont investir sur Xbox. Tout dépend, on verra, ça dépend vraiment déjà si c'est dans le Game Pass ou pas, parce que si c'est dans le Game Pass, je vous rappelle que Microsoft va mettre de l'argent pour ses studios, pour qu'ils développent justement, et donc ils vont bien entendu développer aussi pour la Xbox Series S, ils auront de l'argent pour. Si c'est des studios indépendants, effectivement, on peut se poser la question. Mais pour moi, je dirais que ça dépendra surtout de développement, de l'avancée du kit de développement que va fournir Xbox et qui est en continuelle progression. On le sait, ça a été le cas pour les générations précédentes. C'est une continuelle progression, une continuelle amélioration, une continuelle exploration des machines pour en tirer le meilleur, le maximum. Et donc ce sera la même chose, je pense, pour la Xbox Series S et X, ainsi que pour la PS5. Pour moi, la Xbox Series S, c'est une petite machine, oui, mais c'est une petite machine qui fait entrée de gamme, je veux dire. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu chère, il est vrai, c'est-à-dire par rapport à la Xbox Series X qui a 499 €, 300 €, certes, c'est quand même 200 € d'écart, c'est pas rien, mais c'est peut-être encore un peu trop près. Mais le jour où elle sera à 250 €, c'est-à-dire moitié prix finalement de la Xbox Series X, et ça va arriver assez rapidement je pense, et bien là ça deviendra quand même une machine qui sera abordable pour certains, et qui je suis sûr en Full HD fera tout à fait le taf. Donc c'est mon engagement, on verra si j'ai raison, mais je pense qu'il y aura quand même une rupture, on verra une rupture par rapport en particulier à la Xbox One X, et oui, dont on parle beaucoup, l'ancienne génération, qui est finalement à 6 teraflops, et donc on se pose des questions. Donc je vous répète, à voir, dans les quelques mois à venir, voire dans une année, ce que ça va donner, mais moi j'ai assez confiance. Pour la seconde news, Bloomberg, c'est Bloomberg encore une fois qui a livré une news qui a dit que MS était sur les rangs pour acheter Discord. Je vous rappelle que Discord, c'est un groupe de discussion que vous connaissez bien, normalement spécialisé sur les jeux, mais ils sont un peu élargis, ils ont étendu, on va dire, le groupe de discussion. Maintenant, ça ne parle pas que de jeux, mais essentiellement, c'est une plateforme de jeux où vous pouvez parler de jeux, échanger, etc. Alors, pourquoi ils veulent MS racheter Discord? Eh bien, ils ne sont pas seuls sur les rangs d'ailleurs, il y a apparemment Amazon qui possède déjà Twitch, je vous rappelle quand même, et puis il y en a d'autres comme Epic Games. Pour 10 milliards d'euros, je le précise également. Eh bien écoutez, je pense qu'effectivement c'est peut-être le maillon faible chez Microsoft, il faut l'avouer, donc moi j'aime beaucoup l'interface, je vous l'ai expliqué, peut-être un peu plus brouillonne entre guillemets que la PS5, mais ceci dit on m'a dit qu'on pouvait l'adapter, l'améliorer, je parle sur la Xbox Series X, et donc c'est peut-être l'élément, le groupe de discussion en direct sur Xbox Series X par exemple, je connais peu l'univers, mais qui manque.
par rapport à la PS5 et à d'autres, on va dire, plateformes, eh bien, ça permettrait d'avoir vraiment un groupe de discussion en direct, en même temps que l'on joue, et ce serait peut-être le maillon manquant qui manque actuellement à AMS, à Microsoft, et donc à Xbox, qui comblerait ainsi ce manque. Donc je pense que Microsoft est effectivement très intéressé, mais je pense que si Bloomberg l'a dit, c'est qu'effectivement, ils sont sur les rangs. Et d'ailleurs, c'est à relier potentiellement au changement de nom, vous savez, du Xbox Live, qui devient le Xbox Network. Parce que grâce à ça, eh bien, ça va distinguer du Xbox Live Gold, qui est donc le live payant, entre guillemets, et on va avoir le Xbox Network qui va relier finalement le free-to-play. Ben oui, parce que le free-to-play arrive, je vous rappelle, sur Xbox. Avant, c'était payant, maintenant, les free-to-play ne sont plus payants. Et donc, ce groupe de discussion, s'il se rajoutait là-dessus, ce ne serait pas payant également, et finalement, ce serait tout l'univers Network de Xbox qui serait gratuit, versus le Xbox Live Gold pour des jeux en ligne payants. Donc, tout ça se relie en ce moment, et je pense qu'effectivement, c'est tout à fait possible comme information. Parlons de la Switch Pro, et oui, la Switch Pro. On sait potentiellement, toujours Bloomberg, qu'elle sera donc en DLSS, on le savait depuis très très longtemps avec Nvidia, qu'elle sera OLED, donc 720p l'écran, et puis en 4K DLSS, bien entendu, lorsqu'elle sera pluguée sur le dock. Et ce qui m'intéresse là-dedans, alors le prix serait autour de 349 € apparemment, ça pourrait être autour de ça pourrait être 299 € ou 399 €, mais ça tournerait plutôt autour de 349 €. Ça arriverait donc fin d'année normalement, selon les informations que l'on a. Je vous rappelle également que Nvidia pousse pour la fin de la production du Tegra X1 Plus qui date de 2015 et qui est dans la Switch, la Nintendo Switch. Et donc tout ça fait dire qu'effectivement, il peut y avoir une accélération pour sortir la Switch Pro. Mais ce qui m'intéresse comme information, c'est plutôt le dock de la Switch Pro. Car il y aura apparemment une puce, enfin, c'est une supposition qu'il y aurait une puce dans le dock et non pas dans la Switch. Alors dans la Switch, il y en aura une, bien entendu, mais dans le dock, il y aurait également une puce pour faire ce fameux DLSS, qui passerait donc de 1080p au 4K. Actuellement, je vous rappelle, nous sommes en 720p et nous passons en 1080p lorsqu'on dock la Switch, mais tout est dans la Switch, rien dans le dock. C'est la Switch qui fait, on va dire, cet upscaling, entre guillemets, en 1080p sur votre écran, et c'est ensuite l'écran qui doit prendre en charge l'upscaling vers le 4K. Et donc, si ce dock permet un upscaling DLSS, à l'intérieur donc du dock, peut-être à 150 €, on peut imaginer, 199 € ce serait un peu cher, et on peut imaginer que l'ancienne Switch, la Switch actuelle, soit compatible avec ce dock, ce qui permettrait sur la Switch classique, la Switch actuelle, d'avoir du 4K DLSS sur les jeux actuels, sur les jeux qu'on a dans notre Switch. À voir, mais je trouve que ce serait finalement une bonne option pour Nintendo, qui permettrait ainsi d'améliorer les performances de sa Switch, effectivement dédocker, mais également d'améliorer les performances de toutes les Switch, de tout le parc, et ce serait effectivement un bon moyen également de revendre des docks. Alors peut-être que Starfield va sortir en 2021. J'avais déjà relayé l'information, mais c'est revenu. C'est Jeff Grubb qui, dans Venture Beat, a dit, oui, effectivement, il y a 90% de chances que le jeu sorte en 2021. Poussé sans doute par Xbox, qui a besoin de nouveautés, je vous le rappelle, qui maintenant possède les studios Bethesda, donc évidemment il pousse sans doute Bethesda à accélérer un peu le mouvement pour sortir Starfield, un RPG spatial. Donc on verra, on sait très peu de choses sur le jeu, bon finalement que c'est un RPG, est-ce que ce sera... c'est un RPG monde ouvert probablement, puisque Bethesda sont un peu spécialistes là-dedans. On verra si on a différentes planètes, si on peut explorer des planètes avec des populations différentes. On se fait plein de films de SF en l'occurrence sur le jeu. Apparemment, on pourrait faire des sorties spatiales à la Gravity, vous savez, avec Sandra Bullock. On verra si c'est la même chose, si c'est les mêmes sensations, car ce film m'avait procuré beaucoup de sensations au cinéma. J'avais trouvé ça assez fabuleux, entre guillemets. Et donc, on verra ce que ça va donner. Mais ce serait intéressant, surtout pour Xbox, pour avoir des nouveautés dans l'année, dans le Game Pass, en l'occurrence. Imaginez, ça propulserait un peu le Game Pass. Tout ce que j'espère, c'est que ce ne sera pas un flop ce jeu, c'est-à-dire qu'on en attend beaucoup, comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on en parle, il ne faudrait pas que ce soit une catastrophe, vous voyez, ou quelque chose d'assez basique, et finalement peu intéressant, ou en tout cas qui ne nous hype pas à la hauteur du projet. Parlons maintenant de Nvidia et AMD. Pourquoi Nvidia? Eh bien parce que Asus a révélé, et oui, il a dit que le problème qu'avait Nvidia, c'était des problèmes de rendement. Et ça fait très longtemps que je le dis, également pour la PS5, pour la Xbox Series X, chez TSMC, chez Samsung, les problèmes de rendement sont quand même là. C'est-à-dire que ils ne sont pas à 40% de rendement, comme j'ai expliqué, mais probablement qu'ils ne sont pas tout à fait au rendement optimum. Je vous rappelle que le rendement, c'est sur chaque wafer, on fabrique des puces.
regardez mes précédentes vidéos, et sur ces puces, eh ben, il y a un certain nombre de puces qui sont mauvaises à cause de la défectivité, à cause de défauts, de particules qui tombent sur la plaquette, à cause de problèmes de process divers et variés. Et donc, le rendement, c'est le nombre de puces bonnes sur la plaquette, en fonction du nombre de puces potentiellement qu'on peut fabriquer. Et quand on obtient 90% de rendement, c'est déjà un bon rendement, ça dépend de la taille de la puce, bien entendu. Plus la puce est grosse, plus le rendement est moins bon. C'est normal puisque le nombre de particules reste constant sur la plaquette. Et Nvidia, apparemment, selon Asus, aurait des problèmes de rendement. Alors ils disent à Nvidia de régler les problèmes de rendement. Non, ce n'est pas à Nvidia de régler les problèmes de rendement, c'est à Samsung 8 nanomètres, tout comme TSMC 7 nanomètres, de régler les problèmes de rendement. C'est aux fondeurs, ceux qui fabriquent les wafers, de régler les problèmes de rendement. Mais ça explique une partie de la pénurie. L'autre partie de la pénurie, bien entendu, c'est le minage. On en parle beaucoup, je crois. Eh bien, il y a des informations là-dessus aussi intéressantes. Il y a la RTX 3090 apparemment qui minerait à 120 mégas hash par seconde, ce qui est assez énorme. Donc évidemment, les mineurs se jettent sur ces cartes, ainsi que sur toutes les autres cartes d'ailleurs. Eh bien, il y aurait une nouvelle carte à base de la puce A100, qui est la plus puissante de chez Nvidia, qui sert pour les data centers, qui est juste monstrueuse, et qui minerait à 210 mégas hash par seconde. Une nouvelle carte qui serait fabriquée à partir de ce A100. Donc c'est très intéressant, sauf qu'elle va coûter 3000 $. Au départ, je vous rappelle que le prix de la RTX 3090 devait être vendu à 1500 $, donc moitié prix. Vous avez le double de hachage, et l'avantage de cette carte, c'est qu'elle consommerait moins. Et oui, car l'électricité, c'est très important, la consommation d'électricité est très importante quand vous minez, et donc moins vous consommez, plus vous gagnez. Donc peut-être que ça peut intéresser les mineurs, même si cette carte est vraiment très chère, et si on n'en voit pas encore la couleur. Et je vais relier ça à AMD qui, eux, ont jeté l'éponge. Et oui, la RX 1700 XT n'aura pas d'anti-minage incorporé comme pouvait l'avoir par exemple la RTX 3060. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement les mineurs pourront s'en donner à cœur joie et encore acheter plein de RX. C'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon système anti-minage et c'est sans doute pas évident. Et pour finir sur AMD et Nvidia, ce qui est très intéressant, c'est The Verge a fait un comparatif prix sortie des cartes théoriques fondeurs, les prix fondeurs, par exemple des RTX 3070, des RX également, ou RTX 3080 et j'en passe, versus aujourd'hui. Il y a 3 dates d'ailleurs, puisqu'ils ont fait également le prix en décembre, ce qu'on pouvait trouver en décembre comme prix sur ces cartes, toutes les cartes graphiques, et ce qu'on pouvait trouver maintenant en mars. Eh bien c'est bien simple, l'ensemble des cartes, c'est plus de 2 fois le prix de départ. Plus de 2 fois le prix de départ. Et la RTX 3070, pour prendre exemple, et RTX 3060 Ti, c'est 3 fois le prix. C'est-à-dire que pour la RTX 3070, on était à 520 €, et bien on est à 2,5 fois le prix maintenant. Et la RTX 3060 Ti, qui était, rappelez-vous, à 420 €, et bien maintenant nous sommes à 3 fois le prix, tout simplement, à plus de 1200 €. Voilà, c'est juste fou, alors c'est dû à la spéculation. Pénurie égale spéculation, et voilà, donc ça augmente, et donc c'est inaccessible. On a eu des informations sur TCL, sur un modèle qui va arriver en Chine, le TV8K X12, qui est un modèle mini LED, je vous rappelle, 0 LED, donc les LED sont collés, ça fait un écran ultra fin, le plus fin qu'il existe en termes de LCD classique, pas de OLED, hein. Et donc cet écran sera un 8K, il aurait 1920 zones de local dimming, 96 000 mini LED, ce qui est quand même juste énorme, 2000 nits ou 2000 candelas par mètre carré, serait 120 Hz bien entendu, VRR, ALLM, EIARC, enfin tout ce qu'il faut pour le jeu bien entendu, et donc ils auraient évidemment une qualité incomparable à vérifier et on n'est pas encore là. Alors pourquoi je dis que je suis déçu? Eh bien c'est uniquement par le prix qui a été annoncé, non vérifié encore, qui serait de 13 000 €, et oui 13 000 € pour un 85 pouces. C'est juste quand même très cher. Je vous rappelle qu'un A90J Sony 83 pouces qui est en OLED serait lui autour de 7 000 €. Donc c'est quasiment la moitié moins, hein, c'est pas tout à fait la moitié moins, mais quand même. Et que le Samsung, ce que je critique un peu, le QN95A, qui est la version 8K mini LED, en 85 pouces serait à 6 000 €, donc moins de la moitié. Je trouve là, TCL, je trouve qu'ils n'ont pas fait très fort, on verra pourquoi, on verra la qualité de l'écran, est-ce qu'ils veulent tirer vraiment vers le très très haut de gamme, est-ce qu'ils ont obtenu des résultats spectaculaires, on verra les premiers tests. Je vous rappelle qu'il y a une autre gamme qui va arriver et qui sera bien moins chère, la 825, et donc elle sera beaucoup moins chère en mini LED. Bien entendu, elle n'aura pas les mêmes spécifications. Donc on en reparlera, mais ces premiers prix là m'ont un peu surpris en termes de, je dirais, de prix, rapport qualité-prix chez TCL.
Et pour finir, on va parler de Demon's Souls. Écoutez rapidement pour dire un peu ce que je pense de ce jeu. Déjà, j'ai battu le juge, et oui, le boss, le juge, je me suis repris également. En fait, j'étais déjà mort une fois, je m'étais fait laminer. Je suis revenu donc bien plus tard, avec d'autres attributs, comme on dit, et là, c'est passé tout seul. Enfin, tout seul, j'ai quand même un peu souffert, il faut être honnête, mais j'y suis arrivé. Donc, je vais être très honnête avec vous, je ne prends pas de conseils pour les boss, hein, comme je l'ai dit, j'essaye d'explorer, mais je prends quand même quelques conseils. Par exemple, des conseils sur Internet de temps en temps pour des cas spécifiques. Par exemple, là, je suis dans la prison de l'espoir au 2e niveau, puisque l'idole des fous, je l'ai battu, donc je suis passé au 2e niveau de la prison de l'espoir. Et j'ai rencontré un chevalier qui était enfermé, donc je me suis dit, il me demande de le libérer pour l'aider à combattre les démons, et c'est dans ces moments-là où je me dis, ah ouais, quand même, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, je me suis renseigné, voilà, honnêtement. Donc effectivement, je l'ai libéré, et je l'ai tué. Alors, je vous spoil un peu, mais il vaut mieux le tuer, parce que sinon, il va tuer tous vos PNJ apparemment. Chaque fois que vous allez battre un boss, il va tuer un PNJ dans le Nexus, qui est très très gênant pour augmenter le niveau, réparer ses armes, et j'en passe. Donc, vous voyez, des pièges comme ça, quand même, qui sont difficiles à dominer dans le Demon's Souls. Je veux dire, si vous n'avez pas de guide, là, vous êtes mort. Hein. Vous arrivez, vous n'avez plus personne dans le Nexus, vous ne pouvez pas augmenter de niveau, vous n'avez plus d'objets, enfin, c'est un peu bizarre. Mais le jeu en lui-même est excellemment beau. J'avais trouvé vous savez, je vous ai fait un épisode spécial avec les gobelins, donc où on voit un peu que ça ressemblait au roi gobelin, je vous avais expliqué dans Bilbo le Hobbit. Et bien là, dans la prison de l'espoir, c'est juste magnifique, très angoissant. La deuxième partie est vraiment vraiment belle, et vous vous dites, ah je suis quand même dans la next-gen là, il n'y a pas de doute. Même si c'est peut-être encore mieux dans le futur, là on commence vraiment à avoir une qualité graphique, une inspiration graphique, je dirais surtout, de la part des développeurs qui est juste magnifique, c'est à faire. Et c'est ce qui pousse à aller en avant d'ailleurs dans Demon's Souls, ce qui pousse c'est le renouveau des décors, le renouveau des ennemis, c'est-à-dire qu'effectivement c'est du die and retry, et vous diez beaucoup, comme on dit, vous mourrez beaucoup, mais l'intérêt c'est que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a après comme nouveau décor, comme nouveau monstre, comme nouveau piège, et finalement vous avez toujours envie d'avancer malgré la difficulté. Et ce jeu me fait dire également que vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de ray tracing. On met du ray tracing partout pour essayer d'embellir les choses, comme dans Watch Dogs Legion, mais si le fond n'est pas là, ça ne sert à rien. Et bien là, c'est tout l'inverse. Demon's Souls, et je le reconnais, alors que je voulais pas y jouer au départ, rappelez-vous, et bien il est juste magnifique, sans ray tracing. C'est une très très belle expérience, donc je vous la conseille, même si elle est difficile, car quand vous augmentez de niveau, petit à petit, et bien vous vous améliorez. Et si jamais il y a besoin, il y a plein de guides qui vont vous servir également. Probablement que je les utiliserai d'ailleurs pour la suite, parce qu'à un moment donné, je pense que quand même je vais avoir beaucoup de difficultés. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.